Bonsoir à toutes et à toutes. Donc chronique numéro 183. Et dans cette chronique, pour illustrer mon propos, je vous ai mis ce livre incontournable d'un des derniers marxistes compétents en la matière, qui est Lucien Sèvres, sur l'aliénation et l'émancipation, et sur effectivement texte du Capital faisant part de l'aliénation. Très peu en ont effectivement exprimé, je dirais, l'explication contemporaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de fétichisme et d'aliénation sont souvent liées. Et dans le fétichisme, j'inclus bien entendu le monde capitaliste, le matériel, également les croyances. N'oublions pas qu'elles virent à l'aliénation. Voyons de façon contemporaine sous ses pires desseins. Et donc, je disais que la notion de fétichisme est considérée dans quelques travaux classiques, comme Georges Lukács sur la destruction de la raison, que je vous invite à lire, comme noyau dur de la théorie marxienne. Et dans d'autres, bien entendu, la référence à cette notion est plus ou moins discrète, mais structurante. On doit, je dirais, également rappeler les analyses de Sonnerotel, et également en France, ce sont surtout, je dirais, les travaux de Vincent qui, plus récemment, les travaux d'Artus et de Diap, ainsi que, je dirais même, la publication en français du livre de Poston, qui ont contribué, dans certains milieux bien avertis, à réactualiser le débat sur le fétichisme. Rappelez-vous également l'entretien dans l'émission de Bernard Pivot, d'Apostrophe, où la présence de Michel Kouskar et de Daniel Ségala entre les sophistes et les philosophes. Et bien entendu, signalons également la publication d'un autre texte, je dirais, classique, exprimé par Althusser. Bon, je dirais le décor étant planté, il faut avancer, bien entendu, et pourtant je dirais que le marxisme traditionnel a pris un autre chemin en choisissant comme point de départ une interprétation ontologique du travail chez Marx. Alors bien entendu, Marx a essayé de développer une critique du capitalisme du point de vue du travail, du mécanisme, bref, une certaine science. Et donc au sujet de la notion de travail chez Marx, la notion de fétichisme est dans ce courant considérée comme un reste ou un reliquat hegelien dans la théorie de Marx, ce qu'on pourrait même qualifier d'un reste métaphysique et nuisible. Par exemple, Althusser, en 1973, en est un exemple probant. Une autre interprétation, l'interprétation de Balibar, par exemple, en fait une simple prolongation de la notion d'aliénation sur les rapports économiques, conjuguée bien entendu avec on pourrait dire, une interprétation radicale de l'essence dans le sens de Ludwig Feuerbach. Enfin, on a également, je dirais, réduit la notion de fétichisme à la critique de la fausse conscience des travailleurs qui attribuent au produit du travail des qualités qu'ils n'ont pas et qui, ma foi, rend les vrais rapports humains obscurs. N'oublions pas également la critique acerbe de cette société du spectacle de Guy Debord, qui a donné la gauche situationniste concernant cette effectivement aliénation du spectacle. Alors, pourtant, je voudrais préciser que les notions d'échange marchand et de fétichisme ouvrent une voie d'analyse de la société que le marxisme ou les marxismes ontologiques et économicistes évitent, bien entendu. Elles permettent la compréhension de l'échange comme forme concrète de la réciprocité, fondatrice des rapports sociaux. Or, ce qu'il faudrait bien préciser, c'est que l'argumentation de Marx est largement ensevelie sous, je dirais, les décombres des diverses interprétations et vulgaires de sa propre théorie. C'est pour cette raison
que je vais essayer d'ébaucher, la généalogie, je dirais, de ces notions qui font apparaître le sens que Marx leur attribua, ou ce qu'il en comprit à son époque. Alors, les discussions sur la notion d'aliénation sont devenues de plus en plus rares, et ça même depuis, je dirais, les années 80, considérée comme une occupation favorite du marxisme. Cette notion joue effectivement un rôle très modeste dans les sciences sociales, peut-être trop assimilée à mon sens à la psychiatrie du domaine médical, ce qui est à mon sens une erreur. Il faut bien comprendre effectivement que la notion de fétichisme n'est pas liée à des travers, je dirais, pathologiques, mais peut-être aussi une considération moins clinique ou moins médicale, mais plus réelle dans le champ social. Alors, même si effectivement, on peut dire que Honnête, par exemple, l'a rethématisé, néanmoins, je dirais, semble être une notion dépassée et désormais bien rangée dans les manuels de philosophie ou dans les archives des débats d'une autre époque que la nôtre. Et pourtant, l'aliénation n'a jamais été aussi importante que de nos jours, que ce soit l'aliénation de la boulimie de l'information, l'aliénation de l'utilisation des hautes technologies, l'aliénation du commerce à tout prix ou de la rentabilité, ou l'aliénation également de la pauvreté comme cercle, je dirais, cercle vicieux permanent. Alors, il faut bien comprendre que la notion d'aliénation est bien plus qu'un héritage mal assumé de Hegel par Marx lui-même, révolté et humaniste. Elle s'ouvre, je dirais, dans un domaine tout à fait important, une époque clé, et elle ouvre son analyse du capital comme rapport social. La racine latine, faisons un peu d'étymologie, la racine latine du mot aliénation, alienatio, ainsi que le mot allemand Entfremdung, donne des premières indications pour comprendre la notion marxienne. Si aliénatio peut être traduit par le devenu étranger, le mot Entfremdung indique, je dirais, le processus du devenir et le fait d'être étranger par rapport à quelque chose ou même à un individu, c'est-à-dire à quelqu'un. Bien sûr, d'autres auteurs avaient développé bien avant Marx des notions d'aliénation. Marx ne se réfère pas seulement, je dirais, à Hegel, mais également à Feuerbach, et voire même à, je dirais, à son opposé, qui est Adam Smith, un des pères du libéralisme. Et chez Smith, par exemple, l'aliénation revêt un sens juridique et économique lors de la vente ou du déplacement d'une propriété, des pratiques qu'il lie systématiquement à l'échange marchand. Par contre, Feuerbach insiste sur la reproduction durable de la non-raison qui produit, je dirais, et reproduit, vous voyez, ce qu'on pourrait qualifier comme ce que je viens de préciser, cercle vicieux, sorte de produit, reproduit l'aliénation. Alors, Hegel, quant à lui, constate non seulement dans la tradition des Lumières, et surtout de Kant, que la réflexion sur la raison diverge. En effet, de plus en plus, je dirais, cette aliénation devient, je dirais, multiple. Il y a pourtant l'espoir que les médiations des pratiques deviennent de plus en plus intelligibles et raisonnables. Pardon. Hegel va beaucoup plus loin dans le développement de cette notion. Il insiste, par exemple, dans sa philosophie du droit, sur l'importance de s'aliéner dans le sens qu'on pourrait qualifier enthousiasme du maître à l'extérieur de soi, non seulement de sa propriété, mais aussi de sa volonté. Il est à préciser qu'en allemand, s'aliéner signifie enthousiasme et enthofremden. Donc l'aliénation gagne une existence objective par rapport à moi, comme Hegel l'a écrit en son temps. À ce point, ma volonté comme aliénée, enthosert,
et du même coup, une autre, c'est-à-dire un phénomène, je dirais, exogène. Ensuite, Hegel constate qu'il existe et persiste un clivage, une sorte de scission, voire une brisure, ou on pourrait même qualifier de rupture, Spaltung, entre moi et l'autre, que je ne suis plus. Ce clivage fait que je me perde dans l'autre, je me sens dessaisi de moi-même, la conscience malheureuse. Et Hegel définit justement la conscience de cette situation, je dirais par essence clivée. Alors, cette interprétation hegelienne de l'aliénation est la base la plus importante pour l'élaboration de la position de Marx. Ainsi, par exemple, dans certains manuscrits, Marx caractérise l'homme comme étant étranger à lui-même. Il qualifie dans les manuscrits de 1844 le travail comme action d'aliénation, et dans une note sur Feuerbach de 1845, on lit que les individus sont toujours pris eux-mêmes comme point de départ, ils partent toujours d'eux-mêmes, leurs rapports sont des rapports de leur processus de vie réel. Et pourquoi leurs rapports s'autonomisent-ils par rapport à eux? Pourquoi les puissances de leur propre vie les dominent-elles? Alors, certes, en 1845, sa notion de travail n'était encore que peu développée, mais je dirais pour la situation du moment, qui est la plus importante, est le fait que Marx, je dirais, considère également la conscience de soi comme aliénée. Alors, c'est aux philosophes de prendre la mesure du monde aliéné, ce que nous précise Marx là-dessus. Alors, effectivement, si on s'en réfère aux thèses de Feuerbach, si on s'en réfère également aux notices de Marx de 1845, eh ben, s'ouvre avec une défense de la subjectivité et de l'activité humaine sensuelle l'apraxie, la fameuse praxie définie par Michel Kloskar. Or, la vie sociale est essentiellement pratique, c'est ce qu'il affirme, et tous les mystères trouvent leur solution rationnelle dans la praxie humaine et dans la compréhension de cette même praxie. Il n'y a pas d'essence de l'homme dans le sens d'une qualité abstraite et éternelle qui habite les individus comme le prétend Feuerbach. Ce qu'on appelle l'essence de l'homme est en réalité l'ensemble des rapports sociaux. On doit, je dirais par conséquent, situer la réalité historiquement car l'essence ne peut être conçue, comme le général intérieur et muet liant, je dirais, beaucoup d'individus naturellement. Le mot naturellement signifie pour Marx allant de soi, quelque chose d'évident. Comme la soi-disant nature humaine, les phénomènes psychiques ou l'âme religieuse dont parle Feuerbach, par exemple, sont eux-mêmes un produit social et l'individu abstrait appartient à une vie sociale concrète. Alors, comme il s'adressait à une grande partie des chercheurs en sciences sociales d'aujourd'hui, il critique le matérialisme regardant. Alors, finalement, Marx ou de Feuerbach, qui ne peuvent pas dépasser l'opinion des différents individus de la société bourgeoise. Je prends un exemple, il reprend presque mot à mot une position hegelienne. Hegel lui-même propose en revanche une analyse de la société du point de vue de la société humaine ou de l'humanité sociale, et qui, ma foi, n'existait pas encore à l'époque, mais elle est possible, et cet avenir possible est le cadre normatif de sa pensée. Enfin, dans une note sur Hegel et sur Feuerbach, il constate que le dépassement de l'aliénation n'est pas un acte purement intellectuel. Je dirais même que son dépassement demande également le dépassement de l'action sensuelle, de l'apraxie et de l'action réelle. Pourtant, comment pourrait-on imaginer ce dépassement? Malheureusement, je dirais que cette note de Marx se termine par doit-on encore être, je dirais, en cheminement, comment
pouvoir le développer ou doit-on encore, je dirais, doit être encore développé? Ce serait peut-être le sens. Alors on peut donc retenir entre autres, je dirais que Marx ne défend pas une conception anthropologique basée sur l'essence humaine. Au contraire, je dirais même qu'il conçoit les sujets comme les individus dans la société dans laquelle ils sont inscrits, qui s'inscrit en eux finalement. Et la notion d'aliénation reste cependant une ébauche bien que la problématique qui a poussé Marx à élaborer cette notion persiste. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu la notion d'aliénation et pourquoi cette aliénation, je dirais, marche de duo, de concert avec le fétichisme. Je dirais qu'il est trop connu pour qu'il soit nécessaire de développer ici, je dirais, que Marx ne se sert, après les années 1840, presque plus de la notion d'aliénation, puisque ses travaux aussi désormais entre analyse politique et des prises de position politiques, et ses efforts pour développer une critique de l'économie politique. Comme l'indique, je dirais, le sous-titre pragmatique de Opus Magnum, le Capital, on ne peut non plus ignorer que cependant cette entreprise, Marx, est assez souvent tombé dans le piège de l'économisme. Alors, c'est dans, je dirais, le Grand 10, le premier volume du Capital, qu'il tente, je dirais, tente à nouveau une réponse à la question de savoir pourquoi les hommes agissent dans le sens de la production et de la reproduction du capital, bien qu'ils dussent, je dirais, avoir l'intérêt inverse. C'est sa manière de critiquer l'utilitarisme, et les auteurs de l'économie politique n'ont jamais posé cette question. Tout comme la plupart des travaux en sciences sociales aujourd'hui, par ailleurs, il faudrait le préciser. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'inconscience bourgeoise, comme, je dirais, nécessité naturelle allant de soi. Tout travail est une forme de production. C'est cette pseudo-nature, cette seconde nature qu'on pourrait définir, qu'il veut comprendre et dévoiler. La notion de fétichisme joue un rôle central dans cette entreprise. Elle est le véritable centre de la théorie sociale marxienne, qui dépasse ses réflexions sur l'aliénation. Je dirais même qu'une brève esquisse généalogique montre d'une façon réelle et sérieuse. En 1842, Marx mène des études sur la religion, il projette des livres sur ce sujet. Le livre de Charles de Brosse, du culte des dieux fétiches, fait partie de ses lectures. De Brosse développe que le fétichisme n'est pas une fausse magie, cet auteur appelle fétichisme la généralisation des phénomènes de culte et de religion les plus divers. Vous savez, la conception du sacral et du sacré. Entre vivre quelque chose de sacré et en témoigner et en faire état, et adorer finalement un élément statique. Alors, il opère une véritable abstraction du fétichisme, ou du fétiche au fétichisme, et le fétichisme existe toujours partout dans toutes les religions. En effet, ce livre est depuis longtemps l'un des textes de référence et des sciences de religion. Pouvons même considérer que chez certains religieux, la matérialisation et la volonté d'imposer leur religion sur terre relève du fétichisme, et quelque part, au fond, d'une incroyance. Ça, je le développerai plus tard. Alors, en effet, restons dans ce livre, le culte des dieux fétiches. Ce livre est depuis longtemps un des textes de référence des sciences de la religion. Kant se réfère également explicitement à de Brosse, tout comme Feuerbach dans sa recherche de la nature générale de la religion. Dans les Lumières, la notion de fétichisme gagne, je dirais, un sens encore plus général que chez Brosse. Grâce au détour par la critique de ce qui est étrange et lointain, on peut comprendre l'étrangeté de la société.
chez soi et en soi-même. Se confronter au fétichisme de l'étranger implique par conséquent, il faut être honnête, la confrontation avec des phénomènes au sein de sa propre société où le mythe existe encore. Et cette société n'est pas complètement, je dirais, sécularisée. C'est ce que finalement nous vivons aujourd'hui. Marx reprend, comme beaucoup d'autres, ce fil. Certes, il n'a jamais écrit les livres annoncés dans la lettre de 1842, mais on retrouve dans certains articles des années 1840, c'est-à-dire dans les années dans lesquelles il développe son idée de l'aliénation, des ébauches de ses arguments sur le fétichisme. Je dirais même dans un article sur les débats sur la loi contre le vol de bois, par exemple, il analyse dans ce sens un débat politique sur le vol de bois dans sa région natale, précisément dans les montagnes de l'Eifel. Il montre que les arguments pseudo-religieux de ce débat cachent le caractère politique et social de ces vols, et même, il précise dans son introduction la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Il entame une véritable, je dirais, véritable argumentation euh, qui le mène à l'élaboration de sa notion de fétichisme, constatant peut-être un peu trop vite, mais bon, qu'en Allemagne, la critique de la religion est pour l'essentiel terminée, et la critique de la religion est la condition de toute forme de critique. Alors c'est donc sur cette base, je dirais, qu'il faut être honnête, de la critique de la religion qu'il s'attaque à la critique du capital et de la société bourgeoise. Plus souvent, la religion était liée à la défense des intérêts des puissants. Dans l'histoire, cela nous l'a montré. La tâche de la philosophie serait désormais de dévoiler les auto-aliénations dans leur forme non sainte. Et je dirais même que la critique du ciel se transforme par conséquent en la critique de la terre, la critique de la religion en la critique du droit, la critique de la théologie en la critique de la politique. Pourtant, le fétichisme ne disparaît pas de la société, bien au contraire, le fétichisme occupe une place centrale au sein du capitalisme et il prend une nouvelle signification. Souvent, Marx précisait que certains se masquent derrière le ciel afin de mieux en exploiter la terre. Bon, Marx développe explicitement dans le Capital l'idée que les rapports sociaux entre les hommes deviennent dans le capitalisme des rapports sociaux entre autres, par exemple, les choses apparaissent au sujet comme si elles, je dirais, elles disposaient de qualités subjectives, et ce phénomène est comparable à la religion et au fétichisme religieux. Le produit des hommes, le produit qu'ils ont créé, leur apparaît comme indépendant d'eux, ils adorent il faut être honnête, on le voit même aujourd'hui d'une façon plus moderne, ils l'adorent et le produit les maîtrise. Bref, aujourd'hui, pour en faire court, ils sont maîtrisés par ce qu'ils créent, n'hésitant pas à se ruiner pour acheter des produits créés de toutes pièces par l'homme. Nous en avons l'exemple probant, la qualité par exemple aujourd'hui, prenons l'exemple des smartphones. Les gens sont prêts à s'endetter pour acheter le dernier cri. Et pourtant, nous pouvons considérer qu'en dehors d'un produit fabriqué, c'est l'image inconsciente de certaines formes de fétichisme qu'il développe. Alors, bref, on peut considérer que toutes ces choses sont des fétiches. Pourtant, ce nouveau fétichisme n'est pas une nouvelle variante, qu'elle soit aussi bien religieuse ou même matérielle. Mais il est le centre de la fantasmagorie de la société capitaliste, et ce n'est que le rapport spécifique des hommes qui prend ici la forme fantasmagorique d'un rapport entre les choses. Prenons l'exemple des États-Unis, tout est fétichisme, la religion est fétichiste, puisqu'elle est, je dirais, gérée comme une entreprise. Leur conception des droits de l'homme est une conception tout à fait fétichiste. La conception du bien est une conception fétichiste. Et elle tient lieu d'une certaine cohérence dans un concept bien américain. Et c'est pour cette raison que, je dirais, nous devons fuir dans la région brumeuse du monde religieux pour trouver une analogie.
Et je dirais même qu'ici, les produits de la tête humaine semblent doués d'une vie propre, comme des figures autonomes qui entretiennent des rapports avec les hommes. Mais aussi entre elles, de la même manière, les produits de la main humaine existent dans le monde des marchandises. Et c'est cela que je pourrais traduire comme le fétichisme qui colle aux produits du travail dès qu'ils sont produits comme marchandises. Et je dirais même que le fétichisme est inséparable de la production de la marchandise. Et ce sont, je dirais, cette pseudo-nature, cette seconde nature, ainsi que la fantasmagorie du capitalisme que Marx veut comprendre, disséquer, analyser et dévoiler. Et la notion de fétichisme joue un rôle central dans cette entreprise. En effet, je dirais que les produits devenus marchandises disposent d'un caractère mystique qui ne résulte pas de leur valeur d'usage, mais de leur forme marchande. L'analyse du travail gagne ainsi pour Marx toute son importance. Non seulement les travailleurs mobilisent leur subjectivité en travaillant pour créer des produits et la valeur des marchandises, mais la force de ce travail ou la force de travail, c'est-à-dire le potentiel subjectif de créer la valeur en travaillant, est une marchandise qui s'échange sur un marché. On l'appelle le marché du travail, mais il est le marché de la force du travail, ce qu'on a tendance à l'oublier. Et cet échange marchand nécessite que les différents travaux soient compatibles dans ce sens, je dirais, égaux. Pourtant, matériellement parlant, je dirais, les différentes forces de travail, tout comme les autres marchandises, sont foncièrement inégales. De toute évidence, je dirais, la force de travail d'un maçon n'est pas la même que la force de travail d'un sociologue, par exemple, tout comme une casserole n'est pas un légume. De même, les travaux concrets ne sont pas égaux et sont dans leur forme concrète. Euh, on peut même, je dirais, dans cette concrétisation, dire qu'elles sont incomparables. Le travail concret du sociologue qui rédige ce texte, par exemple, n'est pas égal au travail de l'ouvrier qui a monté son ordinateur. C'est leur valeur d'usage qui les rend différents, et en grande partie incompatibles. En revanche, le fait que toutes ces marchandises incarnent une valeur d'échange les rend compatibles. L'égalité des travaux humains reçoit une forme matérielle, qui est la même matérialité que la valeur, je dirais, des produits de travail. Alors, bien entendu, quand on parle de, je dirais, des produits de travail, inévitablement, nous pouvons considérer qu'ils sont devenus des marchandises. Et je dirais même, ce qui est mystérieux dans la forme marchande, et qu'elle reflète, je dirais, aux hommes le caractère social de leur travail sous la forme d'un caractère matériel des produits du travail eux-mêmes, comme des qualités sociales et naturelles de ces choses. Par conséquent, le rapport social entre les producteurs et le travailleur général apparaît comme un rapport entre des choses et comme un rapport extérieur aux individus. C'est à cause de ce quiproquo que les produits du travail deviennent des marchandises et des choses sociales, sensuelles, métasensuelles pour les hommes. Les rapports sociaux concrets prennent désormais des formes fantasmagoriques, comme s'il ne s'agissait de rapports entre des choses. Marx développe, je dirais explicitement, que les hommes adorent désormais les choses auxquelles ils attribuent des qualités humaines. Ces choses sont adulées comme de véritables fétiches ou des divinités. Les automobiles, le matériel informatique, les hautes technologies, bref, les équipements électroniques, les vêtements, peuvent illustrer mon propos. Alors les hommes ont produit ces choses, tout comme les rapports sociaux qui leur apparaissent comme des rapports entre des choses extérieures à eux, ces rapports les dominent, ils s'y soumettent et ils acceptent comme naturellement nécessaires. Et je dirais même, comme le développe Marx, comme une seconde nature. Alors, bien entendu, je ne vais pas m'éterniser sur cette analyse qui, effectivement, prendrait énormément de temps. Mais aujourd'hui, nous pouvons considérer que la société est une société tout à fait fétichiste
est aliénatoire ou aliénatrice, car nous n'avons jamais eu autant ce que j'appelle un caractère social dans cette analyse de l'aliénation d'une nouvelle industrie culturelle de la haute technologie planétaire. Et finalement, ce que certains ont voulu éviter avec le modernisme n'ont fait que réhabiliter ce que dénonçait Marx à son époque. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.